Bonjour à tous. Donc, comme ça a été dit, je m'appelle Charles Foll, je fais de la cybersécurité chez l'Expo, mais plus précisément, je fais de la recherche de vulnérabilité chez l'Expo. Je vous expliquerai un peu plus ce que c'est après. Et je viens vous parler d'une vulnérabilité que j'ai trouvée complètement par hasard dans la glibc. Donc, la glibc, c'est quoi? C'est la librairie de base de tous les programmes Linux. La majorité des programmes Linux que vous utilisez vont utiliser la glibc. PHP, ce n'est pas une exception. Lorsque vous lancez un script PHP, il va être donné à l'interpréteur PHP qui va utiliser la glibc. Et en fait, cette vulnérabilité, elle est un peu nulle en termes de primitif, c'est-à-dire en termes d'utilité pour l'attaquant, c'est pas dingo. Mais en fait, sur PHP, ça permet de faire des super trucs. Et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, c'est pas une vuln classique, c'est pas une injection SQL, c'est pas du cross-site scripting. Là, c'est un buffer overflow dans l'allocateur PHP. Donc c'est un peu plus technique, mais je vais faire en sorte qu'on comprenne tous ensemble ce que c'est. Je ne vais pas rentrer trop dans du technique. Les choses dont je vais parler, donc d'abord mon métier. Ensuite, je vais vous parler en détail des failles de lecture de fichiers en PHP. Donc, vous vous dites probablement que ça permet de lire des fichiers, vous avez raison, mais en fait, ça permet de faire vraiment beaucoup d'autres choses et il faut qu'on en parle avant de parler du reste. Ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai découvert le bug et la logique pour l'exploiter. On ne va pas rentrer dans le détail complet, mais on va comprendre à quoi nous sert le buffer overflow dans le contexte de l'allocateur PHP et en quoi ça peut nous permettre de compromettre un processus PHP distant. Et après ça, on va voir l'impact sur l'écosystème PHP et normalement, j'aurai le temps pour faire une petite conclusion. Alors, rapidement, mon métier, la recherche de vulnérabilité, c'est quoi? C'est donc Vulnerability Research. C'est l'idée de prendre un logiciel qui est à jour, qui n'a pas de vulnérabilité connue, et d'en trouver des vulnérabilités dans ce logiciel. Donc, on appelle ça des zero days. C'est des vulnérabilités qui sont parfaitement nouvelles, qu'on ne connaissait pas avant. Et pour les vulnérabilités qui nous semblent les plus intéressantes, on va essayer de développer des exploits, donc c'est des scripts d'exploitation. Pour prendre un exemple très simple, on attaque un CMS par exemple, on trouve une injection SQL, on va créer un script en Python qui attaque automatiquement l'injection SQL pour récupérer des données de la base de données. L'utilité de ça, il y en a trois grosses. C'est pour les audits chez certains clients. Parfois, on a des audits où on a un peu tous les coûts permis, c'est des audits Red Team. Lors de ces audits, parfois, on ne va pas réussir à rentrer facilement chez le client, on va être obligé de procéder à de la recherche de vulnérabilité sur un des produits qu'ils utilisent afin de se servir de cette vulnérabilité pour rentrer chez le client. Une autre utilité qui est aussi évidente, c'est le travail avec des agences gouvernementales. Les vulnérabilités peuvent être des armes, les pays peuvent s'en servir. Et troisième utilité, et c'est celle qui m'a fait commencer il y a très longtemps et qui va faire en sorte que je continue pendant longtemps, c'est que c'est vraiment très marrant. En fait, on prend un logiciel qu'on ne connaît pas du tout, et en quelques semaines, on essaie de comprendre comment il marche et comment il peut aussi moins bien marcher ou alors marcher plus dans notre sens. Alors, plus à propos de moi j'ai toujours développé en PHP depuis que je suis petit en fait, et du coup j'ai fait vraiment beaucoup d'audits sur des frameworks et des CMS PHP. Les vulnes que j'ai trouvées récemment dessus, ce serait sur Magento, Vbulletin, OwnCloud, mais j'ai aussi trouvé des vulnérabilités sur plein d'autres logiciels. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur les logiciels PHP. Mais je ne me suis pas arrêté simplement au script PHP, j'ai aussi beaucoup travaillé sur l'interpréteur PHP, donc le programme qui va exécuter votre script. L'utilité de vulnérabilité sur l'interpréteur, ça peut être de faire des sandbox escapes, donc contourner des protections qu'il peut y avoir, telles que l'open-based-dir ou le disable functions, mais ça peut aussi vous permettre de, dans certains cas, élever vos privilèges. Donc, par exemple, vous êtes en tant qu'utilisateur 3W Data sur un serveur, il y a un PHP FPM qui tourne. Eh bien, à l'époque, sur PHP FPM, il y avait une vulnérabilité qui vous permettait de communiquer avec le processus root, le processus parent, et de lui faire exécuter du code, et ça vous permettait de devenir root sur la machine que vous attaquiez. Il y avait à peu près le même bug sur Apache.
C'est deux bugs que j'ai remontés il y a quelques années. Je crois que Apache, c'était il y a 5 ans ou quelque chose comme ça, donc ça date un peu, mais c'est pour vous montrer l'utilité des vulnes sur l'interpréteur PHP. Et on va voir aujourd'hui une autre utilité des vulnes sur l'interpréteur PHP qui sont les attaques distantes. Dernière chose que je fais, c'est développement d'outils offensifs. Les deux principaux, c'est PHP-GGC qui permet de générer des chaînes de gadgets de désérialisation. Donc c'est pour attaquer des failles de type unserialize. Vous savez que la fonction unserialize en PHP, elle peut être dangereuse si vous lui envoyez des données utilisateurs. Cet outil vous permet d'attaquer ça. On en reparlera un petit peu après. Wrap, c'est un autre outil que je génère. Ça permet de générer des chaînes de filtres sur PHP. Peut-être que ça vous dit rien pour le moment, mais on va en reparler après et on verra un peu plus à quoi ça sert. Du coup, avant de parler réellement de la vulnérabilité, on va essayer de comprendre comment je l'ai découverte. Et pour savoir comment je l'ai découverte, il faut un petit historique de tout ce qu'on peut faire quand on a une faille de type lecture de fichiers en PHP. Donc, prenons très simple, une ligne avec une faille de type lecture de fichier. Donc, généralement, on dit file read, parce qu'on fait pas mal de franglais. Ça va plus vite à dire, une file read. Bon, là, c'est du code très simple. J'imagine que vous utilisez des frameworks, etc. C'est du code un peu plus complexe, mais l'idée est la même. C'est-à-dire qu'on a une fonction de lecture de fichier. Le résultat va être affiché à l'utilisateur et l'utilisateur contrôle parfaitement l'entrée. Donc, on peut très bien utiliser cette faille pour lire un fichier. D'accord ? On pourrait lire un fichier de configuration d'un CMS, par exemple. Ça, c'est l'utilisation la plus standard, c'est évident. Mais comme on est en PHP, on peut faire beaucoup plus de choses, comme par exemple utiliser des protocoles réseau. En fait, quand on a un file get contents, on peut très bien lui dire me lis pas un fichier, va me lire par exemple la réponse HTTP de google.com. D'accord ? Lorsque PHP voit HTTP ou HTTPS comme protocole, il se dit OK, c'est pas un fichier, c'est du HTTP. Je me connecte chez Google, je leur envoie une requête HTTP, je récupère la réponse et je la retourne comme si c'était un fichier. Pareil pour FTP. On peut très bien lui dire connecte-toi à ce serveur FTP, envoie-lui un login mot de passe, récupère ce fichier et le fichier est retourné à nous comme si c'était un fichier local alors qu'en fait PHP s'est connecté. Donc déjà c'est pas mal parce que les file read en PHP c'est pas seulement des file read, c'est aussi des SSRF, donc Server Side Request Forgery. C'est des vulnérabilités qui permettent de faire des requêtes au serveur. Mais c'est pas tout. En fait, en PHP, il y a d'autres protocoles qui sont custom à PHP, donc qui ont été faits par les devs PHP. Et l'un d'eux, qui est extrêmement dangereux, c'est phar 2. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est phar, phar c'est PHP Archive. C'est l'équivalent de jar pour Java, Java Archive. Et en fait, c'est une archive qui va contenir des sources PHP, des ressources statiques et aussi des métadonnées sérialisées. L'idée, c'est que plutôt que de devoir pousser sur votre serveur plein de fichiers à la fois, vous avez un fichier qui contient tout, vous le poussez et ça fait office de librairie. Le problème vient du dernier élément, donc les métadonnées sérialisées. En fait, lorsque on accède à un fichier phar via phar 2. Les métadonnées qu'il contient vont être automatiquement désérialisées. Et comme je vous le disais auparavant, désérialiser des données qu'on ne contrôle pas, qui sont potentiellement contrôlées par un attaquant, ça peut être très dangereux. Généralement, c'est très dangereux, ça donne une RCE, c'est-à-dire une exécution de code à distance, qui est la pire des vulnérabilités. Donc il y a une attaque qui était extrêmement utilisée depuis 2018, donc c'est l'année de la mise en lumière de l'attaque phare. Imaginons que vous ayez une faille de type lecture de fichier, donc comme celle que vous avez vue, qu'on a vue sur la ligne de code auparavant. Il vous faut maintenant trouver un moyen d'uploader un fichier phare sur le serveur cible. Ça peut sembler compliqué comme étape, mais en fait pas tant que ça, parce que les fichiers phares, on dit qu'ils sont très polyglottiches, c'est-à-dire qu'en fait on peut les faire ressembler à plein d'autres choses. Un fichier phare, ça peut être aussi une image valide, ça peut être aussi un zip valide, ça peut être aussi un PDF valide. Ça fait que sur un site un peu moderne, on va toujours trouver un moyen de pousser un phare. Par exemple, s'il y a une fonctionnalité d'upload d'avatar, j'envoie mon avatar qui semble être une image standard, mais en fait, dedans, il y a aussi un phare. Et dans ce phare, il y a aussi des métadonnées que je contrôle moi en tant qu'attaquant. Ensuite, on sert de la faille de lecture de fichiers pour accéder à cette archive phare. Ça désérialise les données qui sont dedans et ça nous donne, en tant qu'attaquant, exécution de code à distance, RCE, et du coup, on prend le contrôle de votre serveur.
Donc ça fait peur. C'était une attaque qui a été vraiment extrêmement utilisée. Par exemple, Magento, ils se sont fait vraiment défoncer par ça, mais vraiment énormément, au point où ils ont désactivé le wrapper phare, déjà parce qu'ils s'en servaient pas, et en plus parce que ça crée beaucoup de vulnérabilités. Et depuis PHP 8, il n'y a plus de désérialisation automatique lorsqu'on accède à un fichier phare avec phare de //. La raison est simple, en fait, c'est qu'ils ne servent pas des métadonnées, donc il est désérialisé un peu pour rien, et ça donnait juste un moyen d'attaquer le serveur. Donc un peu problématique. Donc maintenant, en tant qu'attaquant, on sait que depuis PHP 8, ça ne marche plus cette attaque. Donc on s'est intéressé à un autre protocole PHP qui s'appelle PHP filter. Alors, je vais vous laisser lire avec moi la première ligne de la doc. PHP filter est une sorte d'enveloppe prévue, avec la petite faute d'orthographe, pour permettre l'application de filtres sur un flux au moment de son ouverture. Bon, c'est peut-être pas très clair. On va avoir des exemples ensemble. PHP filter, ça se présente comme ça. On a PHP filter / une liste de filtres. On va voir après ce que c'est. Et ensuite, ressource égale la ressource. La ressource, c'est le flux original. Ça peut être n'importe quoi de ce qu'on a vu avant. Un fichier, une ressource HTTP, un data // un FTP, même du phare si on veut. Maintenant, les filtres qu'on a sélectionnés, ils vont être appliqués automatiquement sur la ressource lorsqu'on va la lire. Prenons un exemple très simple. Ici, on lit ETC password, mais via la syntaxe PHP filter, et on applique dessus un filtre qui s'appelle convert.base64 encode, qui convertit en fait la ressource en base64. Donc lorsque je demande à PHP de lire ce fichier, il va choper la ressource, donc ETC password, appliquer les filtres un par un dessus, donc là il n'y en a qu'un, c'est convert.base64 encode, et du coup il va nous retourner la ressource convertie en base64. Le truc marrant avec ça, c'est que en fait, on peut ajouter autant de filtres qu'on veut. D'accord? Donc là, par exemple, il y en a deux. Ce que va faire PHP, c'est convertir la ressource en base64 et ensuite appliquer le deuxième filtre. Donc le base64 va être reconverti en base64. On a un double base64. Là, il y a deux filtres. Il pourrait y en avoir 10, 100, 1000, 2000, etc. Il y a zéro limite. Évidemment, on peut faire d'autres choses que convertir en base64, sinon ça ne serait pas très utile. Vous pouvez convertir le flux en majuscule ou en minuscule avec string upper, string lower. Vous pouvez aussi faire de la crypto, littéralement du temps de Jules César, c'est du ROT 13. Ça fait une rotation de caractères. Donc ne le faites pas, ça ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi c'est là, mais ça existe. Et le dernier truc qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est que PHP nous propose aussi de convertir le fichier d'un charset à un autre. On va utiliser la syntaxe convert.iconf.x.y. Si on souhaite convertir par exemple d'UTF-8 à UTF-16, par exemple on a un fichier en UTF-8, on veut le convertir en UTF-16 parce qu'on va travailler sur du Windows ou je ne sais quoi, et on peut utiliser convert.iconf.utf-8.utf-16. Et lorsqu'on lit le fichier, automatiquement il va être converti en UTF-16. Donc pourquoi je vous fais un cours sur PHP Filter? Vous n'avez probablement pas grand-chose à faire. En fait, pour un attaquant, c'est extrêmement utile. En fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de challenges de hacking, au fur et à mesure de besoins qu'on avait lors d'audits, qu'en choisissant les bons filtres, on pouvait complètement altérer un stream, d'accord? Complètement altérer un flux. Je vais vous montrer par exemple ce PHP Filter. Si vous n'arrivez pas à lire tout, ce n'est pas très grave. L'idée, c'est qu'on a php://filter, une liste énorme de filtres, et ensuite on indique la ressource ETC password. Donc ETC password, vous voyez probablement ce que c'est un fichier avec la liste des utilisateurs et quelques propriétés qui leur appartiennent. À votre avis, ça va donner quoi quand on lit ce fichier? Bon, c'est un peu compliqué. Moi-même, en regardant juste comme ça, je ne sais pas. Je sais juste que ça va complètement changer le fichier. Et en fait, quand on lit ce fichier, ça affiche PHP fantastique, avec des données un peu bizarres derrière. Alors, à quoi ça sert pour un attaquant? En fait, on peut se servir de fichiers qui sont déjà sur le système et les faire ressembler à quelque chose d'autre. Donc, ça crée pas mal de nouveaux vecteurs d'attaque que je ne vais pas avoir le temps de décrire ici, mais c'est très utile. Et là, on va pouvoir venir enfin à la découverte de la vulnérabilité. Parce que moi, j'ai vu ces attaques sur PHP Filter et je me suis dit, bon, certes, on peut complètement modifier un fichier, mais est-ce qu'au lieu de complètement le modifier, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux et en fait en altérer un peu la structure? C'est-à-dire conserver le fichier original, mais ajouter un préfixe et un suffixe. L'idée est la suivante, imaginez qu'on ait encore une faille de type fileRead, mais qu'ensuite le fichier va être parsé. Dans l'exemple suivant, le fichier arbitraire est lu, donc on a un fileRead, mais ensuite il est parsé en tant que JSON. Donc
on peut lire aucun autre fichier qu'un fichier JSON. Donc la faille perd un peu de son intérêt. Et en plus de ça, on n'a pas tout le fichier qui va être affiché, on va seulement avoir la partie message et puis la partie title du JSON qui vont être affichés. Donc en gros, il nous faut trouver un fichier qui contient du JSON valide, qui contient un champ message, qui lui-même contient un champ title, et on espère trouver des données intéressantes dedans. Donc le bug est un peu nul. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en travaillant un peu sur les filtres, eh ben, on pouvait faire encore mieux. Alors là, vous vous dites, ouais, le filtre est énorme, mais en fait, j'ai mis 3 petits points. Donc en fait, il est vraiment beaucoup, beaucoup plus grand. Mais quand on applique ce filtre, par exemple, sur ETC Password, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, PHP nous retourne ça. Le JSON qu'on souhaitait, avec à l'intérieur le fichier ETC Password. Donc maintenant, tous nos fichiers, on peut les faire ressembler à du JSON. Donc c'est pas mal, parce que notre file read, il redevient un vrai file read, où on peut lire ce qu'on veut. Donc la réponse est oui, c'est possible de faire ça. J'ai fait un outil qui s'appelle WrapWrap qui permet de faire ça automatiquement. Mais ce qui est important, et c'est comment j'ai découvert la vulnérabilité, c'est que lorsque je commence ce projet, je ne connais pas très bien les filtres PHP. Je sais à peu près comment ça marche, mais je suis loin d'être expert. Donc ce que je commence à faire, c'est des scripts de brute force en PHP pour me donner une idée de l'impact des filtres sur des données. Donc par exemple, je prends un texte ABCD et ensuite j'applique un filtre, un deuxième, un troisième, etc. dessus. Et je laisse PHP tourner et en fait, au fur et à mesure, il me sort des résultats qui lui semblent intéressants. J'ai quelques heuristiques qui me disent ça peut être marrant. Par exemple, le A est devenu un B ou le C est devenu un D ou des choses comme ça. Et du coup, mes scripts tournent, je les améliore au fur et à mesure. Sauf qu'au bout de quelques heures, mon programme plante. Donc ce n'est pas un crash PHP, ce n'est pas PHP fatal error ou des warnings ou des choses comme ça, c'est il plante, d'accord? Il crash. Donc si j'étais sur Windows, j'aurais eu le petit message qui me disait le programme a planté, voulez-vous le relancer? Donc le programme a explosé complètement, un segmentation fault. Donc je me dis c'est marrant parce qu'on fait du PHP et ça crash, donc c'est pas vraiment censé crasher. Du coup je me mets à regarder. Et en utilisant un debugger, je relance mon programme qui a crashé et au bout de quelques minutes, j'ai mon crash. Et je vois que le moteur PHP en fait a lu à une adresse invalide, à l'adresse 0x48. Bon, ça peut être dû à pas mal de choses, donc je continue d'investiguer. Et je me rends compte que le crash a seulement lieu lorsque le filtre suivant est utilisé, le filtre convert.iconv.utf8.iso 2022 cnext. Donc, on sait de par avant que convert.iconv, ça fait une conversion de charset de l'un vers l'autre. Donc ici, convert.iconv.utf8.iso 2022 cnext, ça fait une conversion de UTF-8 vers le second charset. Je ne dirai pas le nom à chaque fois. Ce charset, vous ne le connaissez probablement pas, c'est un charset chinois étendu qui est en fait même pas vraiment utilisé parce que au fur et à mesure de la vie des charsets, des gens proposent des charsets, ils sont adoptés brièvement et au final, tout le monde se dit bon, en fait, il est nul et plus personne l'utilise ou ils utilisent autre chose à la place. Mais il a le mérite d'exister. Et du coup, je continue d'investiguer. Je vois que le bug n'est pas situé dans le code PHP, il est en fait situé dans la glibc. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est la librairie de base de tous les programmes Linux. C'est une librairie qui va être utilisée partout sur le logiciel, votre OS Linux. Et en regardant les diffs, parce que je finis par trouver exactement où est le bug, je me rends compte qu'il est très ancien, 24 ans. Donc ça veut dire qu'il est peut-être plus vieux que certains d'entre vous. Du coup, pour comprendre d'où vient le bug, il faut comprendre ce qui se passe réellement. Donc, je vous rappelle que le bug intervient quand PHP appelle le filtre convert.iconv.utf8.cnext. On va l'appeler cnext. Du coup, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que PHP va appeler l'API iconv de la glibc. Cette API est chargée de faire de la conversion de charset. Elle prend en argument un charset de départ, ici UTF-8, un charset d'arrivée, ici ISO 2022 cnext, et un buffer d'entrée avec sa taille et un buffer de sortie avec sa taille. Là, on n'est plus sur du scripting, on doit avoir des buffers avec des tailles, puisqu'on est à nouveau dans du langage binaire, on est dans du C. Icon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre autant de bytes qu'il peut dans le buffer d'entrée et les convertir dans le buffer de sortie. Mais il nous garantit qu'il ne va pas lire trop de bytes dans le buffer d'entrée et qu'il ne va pas écrire trop de bytes dans le buffer de sortie. Sinon, on a des overflows. C'est problématique. Alors, il nous garantit ça, mais en fait, quand il convertit vers ce charset, ce fameux charset, avec certains caractères chinois, parfois, il ne vérifie pas très bien et il va écrire des bytes en dehors du buffer de sortie. On a donc un buffer overflow. Je vais expliciter ça avec un exemple. Donc,
imaginons qu'on ait un buffer de 6 caractères, A, B, C, D, E, puis un caractère chinois. Le caractère chinois, il a l'audace de faire plus que 1 byte. En fait, en UTF-8, il est encodé sur 3 bytes. Donc les bytes sont E5, 8A, 84, vous n'avez pas besoin de retenir ça. Mais l'idée, c'est que ABCDE, c'est encodé sous 1 byte. Ce caractère chinois, 3 bytes. Donc PHP, lorsqu'on lui demande de faire cette conversion, il dit je vais utiliser iconv. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais allouer un buffer de sortie de la même taille. Donc il alloue un buffer de sortie de taille 8. Et il se demande à iconv de faire la conversion. Et iconv commence la conversion. Donc on va passer de UTF-8 à ISO 2022 CNext. Ça commence. Du coup, en ISO 2022 CNext, l'ASCII est supporté. Donc lorsque je convertis A vers ce tier set, ça me donne A. Donc facile, ça marche. Ensuite B, ça marche. Même chose. C, ça marche. D, ça marche. E, ça marche. Et là, on arrive au problème. En fait, ce caractère-là, il n'est pas facilement représentable. Pour le représenter, il va devoir changer de caractère pane, donc changer de char set. Et pour changer de char set, il doit écrire ce qu'on appelle une escape sequence, donc une séquence d'échappement. Cette séquence d'échappement, elle fait 4 bytes. Donc, logiquement, il regarde notre buffer de sortie, il voit qu'il y a 3 bytes et il dit, je ne peux pas l'écrire, il faut que tu me renvoies un buffer. Mais en fait, là, il oublie de le faire. Donc, il écrit ces 4 bytes. Et il y a un byte qui se retrouve dehors. On a un B, 24 et 2A qui restent à l'intérieur, mais 48 qui restent dehors. Et 48, ça vous dit probablement quelque chose, c'est ce qui a provoqué l'erreur PHP au début. Pourquoi on a une erreur? Parce qu'au départ, il y avait un pointeur nul, donc rempli de 0. On a eu l'overflow, et il y a eu le byte 48 qui a été écrit dans notre pointeur nul. Donc PHP a regardé le pointeur, il s'est dit « Ah, c'est un pointeur valide parce qu'il n'est pas nul ». Il a essayé de le déréférencer, et du coup, crash. Et du coup, ce tout petit bug dans la glibc nous a permis de crasher PHP. Donc si on résume, on a une faille de type lecture de fichiers. Originellement, c'est notre bug de départ. Et on se rend compte qu'on peut utiliser PHP filter pour provoquer un buffer overflow de un seul byte qui va écrire la valeur 48 en hexadécimal juste après un buffer. C'est tout. D'accord ? Ça nous donne un crash, mais les crashs sur PHP, c'est pas très utile, parce que souvent, on va avoir des workers. Les workers vont être automatiquement redémarrés. Et puis même, les crashs, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut de l'exécution de code à distance. C'est ça qui nous stimule un peu, quoi. Donc, est-ce qu'on peut se servir de cette corruption mémoire pour prendre le contrôle du serveur PHP? Et on passe à l'étape exploitation de la vulnérabilité. Et là, ça va devenir un peu plus technique, mais normalement, on devrait tous tout comprendre. Donc, ce qu'on va attaquer, puisque le buffer qui est alloué par PHP est dans la heap, c'est-à-dire dans la zone gérée par l'allocateur PHP, ce qu'on va attaquer, c'est donc l'allocateur PHP. Vous savez que tous les programmes, lorsqu'ils s'exécutent, ils vont souvent avoir besoin de créer des zones mémoire de taille variable. Pour ça, ils utilisent un allocateur. Par exemple, ils se disent, là, j'ai besoin de 64 octets. Renvoie-moi 64 octets. Là, j'ai plus besoin de ces 64 octets, tu peux les réutiliser. Généralement, c'est fait avec deux fonctions qui sont proposées par un allocateur. C'est la fonction alloc et la fonction free. En PHP, on a les fonctions équivalentes emalloc et efree. Donc, emalloc, c'est simple, ça prend un paramètre, le nombre de bytes qu'on veut, et ça nous retourne un pointeur. La garantie qu'on a, c'est que le pointeur qui est retourné par l'allocateur, il contient au moins n bytes complètement vides qui sont utilisés que par nous et qu'on peut utiliser librement. Dans l'autre sens, il y a efree qui dit j'ai utilisé la mémoire à cet endroit, j'en ai plus besoin, tu peux la réutiliser pour faire autre chose. D'accord? Donc, c'est donnant-donnant, tu me donnes un peu de mémoire et je te la rends quand j'en ai plus besoin. Sinon, après, on commence à prendre beaucoup trop de mémoire. PHP a vraiment tendance à faire ça en plus, mais bon, c'est un autre sujet. Du coup, il faut qu'on aille encore un tout petit peu plus loin. Comment sont représentées ces zones mémoire dans PHP? En fait, la heap PHP, c'est un grand espace de mémoire de 2 mégas, d'accord, qui est découpé en chunks. Les chunks, c'est des petits bouts de mémoire. Donc les chunks, c'est généralement des tailles qui vont être des multiples de 8, donc ça peut être un chunk de taille 8, de taille 16, de taille 32, taille 24, etc. etc. Donc cette heap, elle est découpée en chunks de taille variable, et chaque chunk peut être ou alloué ou libre. Donc là, je vous ai fait un schéma très simple. On est dans la heap, on a le chunk 101 qui a une adresse précise, que je ne vais pas vous lire. Et ensuite, on a juste en dessous un chunk 102, en dessous un chunk 103. Les deux premiers sont alloués, le troisième vide, etc. etc. OK, allons un tout petit peu plus loin. Comment la heap sait, comment l'allocateur sait, pardon, j'intervertis les deux, qu'un chunk est libre ou pas? En fait, pour chaque taille de chunk,
on va avoir une liste chaînée qui contient tous les chunks vides. Donc, pour les chunks de taille 8, on a une liste chaînée qui contient tous les chunks vides de taille 8. Pour taille 16, tous les chunks vides de taille 16, etc. etc. Comment ça se représente en mémoire? Eh ben, prenons l'exemple de gauche, imaginons qu'on soit sur des chunks de taille, disons, 40. C'est pas un bon nombre 40, disons 32. Donc, on a une liste chaînée pour ces chunks. Et chunk 105 est vide, et par hasard, il est en tête de liste. Donc, la tête de liste pointe vers l'adresse du chunk 105, qui termine par 3000. Ensuite, le chunk 105, il pointe vers le prochain chunk vide, qui est ici, le chunk 113. Le chunk 113, il a lui aussi une adresse, donc 105, il pointe vers l'adresse de 113. 113, pareil, il pointe vers un autre chunk vide, qui pointe lui-même vers un autre chunk vide, etc., etc., etc. Ça permet à la heap, à l'allocateur, de maintenir une liste chaînée de chunks. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand PHP demande une allocation, là on disait que les chunks faisaient 32 bytes, restons là-dessus. PHP fait un malloc de 32. PHP va donc demander à son allocateur 32 bytes. Il va regarder en tête de la liste, il va voir que le chunk 105 est là. Il le sort de la liste, il dit voilà, tu peux utiliser ce chunk. Maintenant, dans l'autre sens, quand PHP n'a plus besoin du chunk, il dit à cette adresse-là, j'ai plus besoin de la mémoire. PHP dit ok, bah, c'est un chunk de taille 32, je le remets en tête de la liste, et voilà. Maintenant, vous voyez comment fonctionne l'allocateur PHP. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça en réalité, mais c'est l'idée. Ok. On a un dernier truc à voir. Comment sont stockées l'adresse des chunks qui suivent dans la heap? C'est-à-dire, 105, on avait dit que c'était notre tête de liste, très bien, et ensuite il pointe vers le prochain chunk vide. Comment c'est stocké? 105, c'est un chunk qui est libre, d'accord? Donc les données qui sont dedans, elles ne sont pas utilisées. Donc l'allocateur va utiliser l'espace du chunk pour stocker l'adresse du prochain. En fait, il va prendre les 8 premiers bytes du chunk et stocker l'adresse du prochain chunk. Donc si on zoome un peu sur 105 et qu'on regarde ces 8 premiers bytes, on peut voir l'adresse de 113. Donc l'adresse de 113, elle se lit de droite à gauche parce que c'est stocké en Little Endian, et vous allez voir que ça a son importance. Donc si on la lit, on voit 00, 00, 7F, A3, 01, 10, 38, 00. Et ça, c'est l'adresse de 113. Donc voilà comment PHP stocke dans chaque chunk l'adresse du prochain chunk vide. Et là, on peut enfin venir à l'exploitation. On a un overflow de 1 byte. Ce byte, c'est fatalement 48. Imaginons qu'on fasse l'overflow à partir du chunk qui est juste au-dessus du chunk 105, le chunk 104. Qu'est-ce qui se passe? On a un byte 48 qui va être écrit dans le premier byte de 105. D'accord? Et dans le premier byte de 105, il y a quoi? Il y a le byte de poids faible de l'adresse du prochain chunk vide. Donc maintenant, 105, il pointe plus vers 113, il pointe vers l'adresse de 113 plus 48, un tout petit peu plus bas. Sauf que 113, il fait toujours la même taille. Donc 113, il va commencer à dépasser un tout petit peu sur le chunk d'en dessous, le chunk 114. Et là, du coup, on a un chevauchement de 2 chunks. Et à partir du moment où on a un chevauchement de 2 chunks, c'est dur à dire, on est très très bien, parce qu'on va pouvoir avoir un moyen de changer une partie du contenu du chunk 114 grâce au contenu du chunk 113. Et là, ça nous donne une très très belle primitive, une très très belle base pour exploiter. Donc on ne va pas aller plus loin dans l'exploitation, je vais juste résumer rapidement la suite. En fait, on se sert de cette primitive pour prendre le contrôle total de la liste chaînée. Et une fois qu'on a le contrôle total de la liste chaînée, on peut lui demander d'allouer où on veut en mémoire. Demander où on veut, d'écrire où on veut en mémoire, c'est vraiment pas mal parce qu'on va pouvoir écrire ce qu'on veut. Et ce qu'on peut faire généralement, c'est réécrire un pointeur de fonction. Lorsqu'on réécrit un pointeur de fonction et que PHP finit par appeler cette fonction, il ne va pas appeler la fonction originale, il va appeler une fonction qu'on a décidée nous-mêmes, et ça va nous permettre de prendre le contrôle du flux d'exécution du programme. Et ça nous donne de l'exécution de code. Je vous fais une petite démonstration. Je décris un peu le bug avant. Vous êtes peut-être au courant, en juin, il y a un bug qui est sorti sur Magento, une vulnérabilité, pré-authentification, donc pas besoin d'être logué, qui était une vulnérabilité de type XXE. Donc une vulnérabilité de type XXE, ça permet en fait d'injecter dans un XML et de lui faire retourner des fichiers ou lui faire faire des requêtes réseau. Donc en gros, c'est une faille de lecture de fichiers, pour résumer. Donc sans le bug que je vous ai présenté là, ça permettait de lire des fichiers sur Magento sans être authentifié, donc c'était super, parce que ça permettait de créer des faux tokens d'API
et ensuite de se servir de ces tokens pour accéder à l'API. Donc c'était pas mal. Mais en fait, avec le bug que je vous ai montré là, comme les XXE, c'est des file read, et ben en fait, on peut directement exécuter du code sur le site Magento. Du coup, je vais essayer de vous montrer ça. Si j'arrive à accéder à l'écran, hop. Voilà. Donc ça va aller un peu vite, mais à gauche, du coup, on a un site standard Magento que j'ai créé moi-même via Docker. En haut à droite, on a l'exploitation, l'exploit. Et en bas, on a un shell qui est obtenu sur le serveur. Donc là, on a pris le contrôle total du serveur. Voilà, je reviens à mes slides. Il va falloir scroller un peu. Ok, donc pour parler un peu du script d'exploitation, l'avantage de ce script, c'est qu'en fait, il va marcher sur n'importe quel site PHP. C'est-à-dire, peu importe l'application, ça va fonctionner. Donc ça peut être un Magento qui est extrêmement utilisé ou un site qui a été fait par Monsieur Tout-le-Monde et qui date il y a 10 ans et qui en fait n'est jamais utilisé, qui a été complètement oublié. S'il y a une faille de lecture de fichiers, ça va fonctionner. D'autre part, ça marche sur n'importe quelle version depuis PHP 7 jusqu'à maintenant. Je n'ai pas géré PHP 5 parce que la heap, l'allocateur, était différent en PHP 5. Du coup, je ne me suis pas embêté à le recoder, mais ça peut être un exercice pour les gens qui sont motivés. L'avantage de l'exploit aussi, c'est qu'il est pratiquement 100% fiable, il ne crache jamais. En tant qu'attaquant, on essaie d'éviter les crashs parce que c'est visible. En plus, le payload, là je vous montrais auparavant des énormes PHP filters avec plein de filtres. Là, en fait, l'attaque utilise que 10 filtres. Donc, ça fait que le payload, donc la charge utile est toute petite, ce qui fait qu'elle peut passer dans une requête get. Donc, ça rend l'attaque encore plus dangereuse parce que ça passe par n'importe quel paramètre. Et en plus de ça, dernier truc, c'est qu'il n'y a pas besoin d'envoyer d'autres paramètres. On envoie juste notre chaîne PHP filter et on a de l'exécution de code sur le site. Donc, essentiellement, ça convertit les failles de lecture de fichiers en PHP en RCE. Et du coup, quel est l'impact sur l'écosystème PHP? Donc, je vous ai montré un exemple avec FileGetContents, mais je vous ai aussi montré un exemple avec une XXE, donc une faille sur le parsing de XML. En fait, n'importe quelle fonction qui va lire des fichiers en PHP va être vulnérable. Donc, FileGetContents, oui, ReadFile, oui, mais aussi d'autres choses comme GetImageSize, par exemple, ou HFile, ou plus loin, Imagic, ou des choses comme ça. Tout ce qui lit un fichier est vulnérable. Tout ce qui écrit un fichier aussi. Mais bon, si vous pouvez écrire un fichier, généralement, vous avez d'autres moyens de gagner. Plus simple. C'est aussi accessible au travers d'autres vulnérabilités. Lorsqu'on a eu une injection SQL, par exemple, sur du MySQL, on peut faire du load data local in file, et du coup, MySQL va demander à PHP un fichier, sauf que comme c'est PHP qui gère, les PHP filters marchent. Du coup, on peut potentiellement attaquer. Autre chose qu'on a vu un peu auparavant, les XXE, donc injection XML. Là, on lui demande de charger une entité X qui contient PHP filter. Du coup, ça peut nous permettre d'exploiter. On parlait auparavant des attaques phares et du fait qu'en PHP 8, elles ne fonctionnaient plus. Et ben, en fait, ça peut être un remplacement pour les attaques phares aussi. S'il y a une lecture de fichier, vous pouvez utiliser la vulnérabilité pour attaquer. Autre cible potentielle qui semble un peu moins évidente, c'est les parseurs. En fait, dans le web moderne, on a beaucoup de parseurs. Les exemples les plus simples, c'est HTML vers PDF, il y en a beaucoup. Il y a des parseurs XLIF aussi, par exemple Symfony Translation. Les parseurs SVG, j'ai pris le premier de la liste sur Composer qui est vulnérable. Du coup, beaucoup de vulnes, peut-être moins évidentes que simplement un FileGetContents. Et il y a un deuxième impact sur l'écosystème PHP, je n'ai pas trop eu le temps d'en parler aujourd'hui parce qu'on n'a que 40 minutes. PHP a aussi une fonction iconv, d'accord? Et c'est juste un wrapper vers la vraie fonction iconv de la glibc. Du coup, à chaque fois que PHP appelle iconv et qu'on peut contrôler le charset de destination pour qu'on puisse lui mettre ISO 2022 CNext, on a potentiellement un moyen d'exploiter. Évidemment, iconv, ce n'est pas la seule fonction, il y en a plein d'autres qui s'appellent iconv quelque chose, et du coup, elles sont aussi potentiellement exploitables. Le problème ici, c'est que l'exploitation, elle est complètement différente. Elle est beaucoup plus difficile. Avec les PHP filters, on peut faire plein de choses marrantes. Avec
les vulnes qui utilisent directement iconv, c'est vraiment beaucoup plus chiant. J'ai cependant démontré que c'était possible de s'en servir pour attaquer le logiciel Roundcube, qui est un logiciel de webmail en PHP, et ça nous donne de l'exécution de code sur le webmail. Il y a des conférences dessus, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse, et un blog post aussi. Mais malheureusement, et il y a un autre truc qui peut être problématique, c'est que seuls les appels à iconv, les appels à iconv, ce n'est pas les seuls vulnérables. Il y a aussi un moyen de faire en sorte que tous les appels à mbstring soient vulnérables. Mbstring, vous connaissez peut-être, c'est une librairie qui est native PHP qui permet de faire de la conversion de charset. Le problème, c'est que cette librairie, parfois, elle n'est pas installée. Et du coup, je pense que vous utilisez tous Composer. Et dans certains cas, il va dire, bon, bah, j'ai pas mbstring, qu'est-ce que je vais faire? Je vais installer le polyfill mbstring, c'est-à-dire l'équivalent PHP de mbstring. Et en fait, bah, ce polyfill, il va utiliser iconv derrière. Donc ça se trouve, vous appelez MB convert encoding, vous vous dites, bah, c'est bon, c'est pas iconv, mais en fait, derrière, ça appelle pas réellement la vraie application, ça appelle le polyfill qui, lui, appelle iconv, et du coup, vous êtes potentiellement vulnérable. Donc attention à ça aussi. Rapide conclusion, il me reste 5 minutes. Juste une timeline. Donc j'ai trouvé le bug à la fin de l'année dernière. J'ai commencé à exploiter seulement en février parce que j'avais d'autres choses à faire. Et le 26 mars, j'ai pu le remonter à l'équipe de sécurité de la GLIPC. Et je dois dire qu'ils ont fait un travail formidable. Ils étaient vraiment très très compétents. Ils ont été extrêmement rapides, très sympas en plus. Donc c'est rare d'avoir les trois en même temps. C'est rare d'en avoir un déjà. Et du coup, c'était super. Donc je me permets de le mettre là. Et finalement, ils ont remonté le bug quelques jours après aux distributions Linux. Et ce qui se passe pour des bugs comme ça, c'est que comme c'est assez dangereux, on ne publie pas directement. Ils remontent aux éditeurs de distribution Linux, ils corrigent dans leur coin, ils s'assurent que tout va bien, et ensuite, on publie réellement la vulnérabilité, on la rend publique. Donc ça est arrivé 2 semaines après. Le numéro de la vulnérabilité, c'est CVE 2024-2961. Petite conclusion, bon, les failles peuvent rester cachées extrêmement longtemps, 24 ans, alors que c'est quand même une librairie qui est utilisée par tout le monde tous les jours. Donc c'est assez étonnant. Et elles peuvent aussi apparaître de fonctions vraiment incongrues, parce que je vous rappelle qu'au début, je ne travaillais pas du tout là-dessus. Je voulais juste faire des petites conversions de filtres. Et de mon point de vue, parce que moi je suis un attaquant, faire de jolies choses quand même. Voilà, si ça vous a intéressé, on a 2 blogs techniques, ambionix.io/blog qui parlent beaucoup de web, et un autre, blog.lexo.fr, qui parle de toutes les autres choses qu'on fait. On a des Twitter aussi. N'hésitez pas à m'écrire ou à venir me parler juste après si ça vous a intéressé. Et il y a notamment 3 articles sur ce bug, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, sur le site Ambionix. Et l'Expo, on fait du pentest, on fait du red team, on fait tout ce que vous voulez en cybersécurité. Et bah, on essaie d'être pas mauvais, surtout en PHP. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Charles et bravo pour ta conf et ton travail. On a le temps pour quelques questions avant la pause. Merci beaucoup pour la conf, super intéressant. J'ai une question, je ne sais pas si c'est trop technique, que ça sûrement. Ce qui m'étonne, c'est comment tu arrives à contrôler ce qui est en mémoire, parce que tu fais l'overflow. Ouais. Et moi, je me dis, bah, en mémoire, c'est un peu aléatoire, ça peut dépendre de tout ce qui est fait avec Magento avant. Enfin, ça dépend tellement. Et j'ai l'impression que c'est un détail en fait. Il suffit juste de faire comme ça. Et je suis curieux de savoir c'est quoi le. C'est pas du tout un détail, mais j'ai que 40 minutes. En fait, concevoir le exploit, ça m'a pris genre 3 semaines quoi, à faire que ça. C'est super chiant. Mais en fait, comme l'allocateur PHP est relativement simple, tu peux t'arranger pour avoir une structure dans la heap. Tu ne connais pas toute la heap, mais tu sais qu'à un certain endroit, tu vas avoir une certaine structure et tu attaques précisément là. Et c'est décrit dans le blog avec vraiment beaucoup de détails. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Et du coup, je me permets de le dire parce qu'il y a d'autres conférences plus pour des cibles sécurité où je rentre vraiment beaucoup plus dans les détails aussi, donc ça peut être intéressant. Merci beaucoup pour cette conf. Est-ce que tu nous conseilles du coup de passer sur Muscle ou est-ce qu'on reste sur glibc? No comment. Bonjour, merci pour la conférence. Linux Torvald dit qu'il faut passer à Rust. Est-ce que ça aurait changé quelque chose ou pas du tout? Ouais, mais si tu veux tout recoder la libc en Rust, bon courage quoi. Mais oui, si tu utilises des langages où il n'y a pas de, il y a pas de vuln binaire, tu n'auras pas de vuln binaire. Mais c'est beaucoup de taf quoi. Merci beaucoup.